Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Discussion à bâton rompu entre le président du Faso et les hommes de médias. La dépénalisation des délits de presse et une subvention conséquente pour la presse privée ont notamment été évoquées au cours de cette rencontre. Le gouvernement burkinabé a décidé à relancer les activités de l'unité Bra Faso SA qui a été construite à coups de milliards mais qui ne produit plus depuis plusieurs années à cause d'un contentieux juridique. Rencontre donc ce matin entre le président du Faso, Michel Kafando, et les médias burkinabés. Michel Kafando a évoqué les mesures que la transition a décidé de mener en faveur de la presse burkinabé. Il s'agit notamment de la loi sur la dépénalisation des délits de presse et une subvention conséquente en faveur de la presse privée. Bref, un large tour d'horizon a été fait à cette occasion. Reportage Moumouni Soubega. La dépénalisation des délits de presse, une subvention conséquente de la presse privée, c'est la principale annonce faite par le président du Faso aux journalistes à cette rencontre. C'est un défi qui tient à cœur les autorités de la transition et Michel Kafando compte le relever pour permettre à la presse de jouer pleinement son rôle. Notre pari, en tout cas notre engagement, est de faire en sorte que d'ici la fin de la transition, nous puissions arriver justement à l'adoption de l'avant-projet de loi, ou disons du projet de loi qui va être soumis au Conseil national des transitions pour régler le problème une fois pour toutes. Nous le faisons parce que nous sommes surtout neutres. Si nous laissons ce problème aux techniciens de la politique qui vont venir, je ne suis pas sûr que le problème sera réglé. Nous sommes aussi en train d'étudier un peu de quelle façon nous pourrions apporter un plus grand appui à la presse privée. Ces annonces sont accueillies à bras ouverts, mais les professionnels des médias attendent plus des autorités de la transition pour leur faciliter la tâche et améliorer leurs conditions de travail. La mise en œuvre concrète des décrets sur la fiscalisation du matériel entrant dans la production des services de presse, tant écrite qu'audiovisuelle. La mise en place du fonds d'appui ou fonds de garantie à la presse privée. La relecture des statuts des médias de service public et celui des journalistes des médias de service public pour leur donner plus d'autonomie aux médias et un peu plus d'indépendance aux journalistes. Avant d'échanger avec la presse, le président Kafando a également dépeint la situation actuelle de la transition, de la sécurité aux préparatifs des élections en passant par la diplomatie et la justice. Michel Kafando a abordé toutes les questions. On retiendra que des réformes sont en cours pour assainir la justice et tout est mis en œuvre pour respecter les délais de la date du 11 octobre retenue pour la présidentielle et les législatives. Nous disons que nous sommes un gouvernement de transition. Ça veut dire que nous devons donner l'exemple. Nous ne devons pas faire comme avant, nous devons aller à la nouvelle démocratie, mais en employant des méthodes démocratiques. À ce moment-là, il faut toujours avoir la preuve de ce que vous faites. Autre question abordée, c'est le train de vie de l'État. Là-dessus, des journalistes ont voulu savoir plus sur les mesures prises par la transition pour réduire les dépenses publiques et le chef de l'État n'est pas passé par 4 chemins pour démontrer la bonne foi de son équipe. Nous sommes conscients que dans une situation comme celle-là, il faut que nous fassions tout pour épargner les dépenses de l'État, pour épargner les devises de l'État. Nous sommes venus trouver une situation financière des plus déplorables. Il y avait près de 300 milliards de déficit que nous avons trouvé. Et avec des dettes intérieures de près de 200 milliards. C'est-à-dire des Burkinabés qui ont offert leurs prestations à l'État, qui n'ont pas été payés. Nous avons dit non, ce n'est pas normal parce que ces gens-là, vous avez sollicité leurs services, vous ne pouvez pas payer. Avec quoi ils vont pouvoir, eux, continuer leurs activités? Et ça aussi, c'est préjudiciable au développement du pays. Nous avons ordonné priorité payer tous les Burkinabés à qui l'État doit. Le président de la transition a travaillé en tant que journaliste à Volta Vision dans les années 60 et il a invité les hommes des médias qu'il considère toujours comme ses confrères à accompagner davantage la transition et à être crédibles et engagés dans leur travail de tous les jours. Poursuit, les patrons de presse ont unanimement salué l'initiative du président du Faso de rencontrer les journalistes. Les questions abordées et les mesures prises en faveur de la presse, comme la dépénalisation des délits de presse, ont été bien accueillis par les hommes des médias. Propos recueillis par Moumouni Soubega.
Les échanges ont été fructueux et je pense que même il fallait vraiment organiser cette rencontre pour que le président de la transition campe définitivement à la presse les objectifs de cette transition-là, les grandes priorités qui attendent la transition et surtout ce que les organes et les principaux responsables de la transition attendent de la presse. Je salue d'abord l'initiative que le président a eue parce que c'est quand même un cadre d'échange qui nous a permis, à bâton rompu, de parler de certaines questions d'envergure sur la presse. Donc ça, c'est vraiment une initiative que je salue d'abord. Ensuite, moi, ce qui a retenu mon attention, c'est surtout l'engagement que le gouvernement de transition par rapport à la dépénalisation. Chaque journaliste, chaque directeur de publication a trouvé son compte parce que c'est avec le premier magistrat de cette transition-là que nous avons échangé et qui a éclairé notre lanterne. Ce n'est pas tous les jours que ça arrive. Nous avons pu effectivement lui faire part de nos préoccupations, non seulement dans le cadre de l'animation de la transition, mais également aussi dans le cadre de l'animation quotidienne de notre profession de journaliste. Je crois qu'on a reconnu que les médias ont joué un rôle important dans les mouvements que nous avons vécus au Burkina. Je retiens aussi le fait que le gouvernement, dans cette dynamique, est disposé à accompagner les médias, à les aider aussi à se consolider dans le mouvement des réformes qui sont annoncées. Ça a été vraiment un bon moment d'échange entre le chef de l'État et puis les journalistes. Maintenant, il a rappelé la responsabilité des uns et des autres. Eux en tant que responsables de la transition, nous en tant qu'accompagnateurs de la transition comme il le dit, mais j'ai bien apprécié le fait qu'il soit entendu que la presse doit quand même conserver son rôle de veille. Au cours de la rencontre, le président du Faso, Michel Kafando, a réagi à propos de l'affaire Thomas Sankara, une affaire qui suscite la controverse entre les avocats et les autorités de la transition, notamment sur l'exhumation du corps du président du CNR pour identification. Michel Kafando estime qu'il y a une incompréhension entre les différentes parties. On l'écoute. Le dossier Sankara, nous avons dit ceci au départ. Il est inadmissible qu'un gouvernement empêche une famille, par la voie judiciaire, d'aller quand même savoir si effectivement le membre de cette famille-là, qu'on dit être enterré là, c'est vraiment vrai. Nous avons dit, on n'a pas besoin de mettre la justice dedans. Ce sont des entraves incompréhensibles. Et nous avons dit, on lève cet écueil-là. On a dit à la famille, non, plus de justice, allez vous faire vos investigations. Mais à l'évidence, la famille a des problèmes pour faire ces investigations. Et nous avons dit, l'État peut vous aider à le faire. Mais l'État peut vous aider à le faire. Mais écoutez, ça veut dire que la famille aussi doit tout de même se mobiliser, voir comment, puisqu'il y a un certain nombre il y a des procédures, il y a ceci, cela. Ce n'est pas à l'État de faire tout ça, c'est à la famille. Nous nous aidons. La notion d'aider, ça veut dire vous faites quelque chose et nous vous aidons. Alors, il ne faut pas qu'on s'attende à ce que ce soit à la transition qui commence les excavations. Et je vais le dire à Maître Sankara parce que c'est une mauvaise compréhension du dossier. Nous avons été bienveillants, nous avons voulu dans le cadre de la justice et de la réconcilier ce problème, mais nous ne pouvons pas aller faire outre mesure, d'autant plus que le cas Sankara n'est pas le cas Norbert Zongo. Le cas Norbert Zongo, c'est une enquête. Le cas Sankara, c'est déjà dans le contentieux judiciaire. Autre point de l'actualité, le président du Conseil national de transition, CNT, a accordé des entretiens au Conseil des femmes du Burkina, CFB, et à la directrice résidente de Ndaye. Le Conseil des femmes a fait un plaidoyer auprès de Chérif Sy pour une relecture de la loi sur le quota votée en 2009. Quant à la directrice de Ndaye, elle a échangé avec le CNT sur les priorités de la transition. Reportage Bouma Ernest Nebier. Le Conseil des femmes du Burkina CFB se donne pour objectif principal de promouvoir la participation des femmes en politique et c'est dans cette optique que le Conseil est allé faire un plaidoyer auprès du président du CNT pour la relecture de la loi sur le quota qui a été votée en 2009. La loi qui vise à promouvoir 30% de l'un ou de l'autre sexe
sur toute liste de candidatures et qui devra être déposée par tout parti politique qui participe à la compétition pour ces deux types d'élections. La directrice de NDI, quant à elle, a échangé avec le président du CNT sur les élections prochaines au Burkina et la possibilité de poursuivre l'exécution de son programme qu'elle avait entamé avec l'ancienne Assemblée. Il était tout à fait naturel que nous saisissions cette occasion au début de l'année pour venir présenter nos vœux et surtout échanger avec le président sur les priorités du CNT, évidemment l'organisation des élections, ce qu'on attend du CNT, les textes à adopter, mais surtout le travail également de sensibilisation qu'il faudra faire par tous les acteurs pour s'assurer que ce départ que le Burkina prend sur le chemin du renforcement de la démocratie emporte l'adhésion de toute la population. Nous avions un partenariat avec l'ancienne Assemblée nationale sur un certain nombre de programmes. Donc nous sommes venus échanger sur les possibilités, les opportunités de continuer ces programmes avec le CNT actuel. Ndiaye est au Burkina depuis plus de 10 ans et œuvre à l'ancrage démocratique. Pour atteindre cet objectif, il travaille en collaboration avec tous les acteurs de la démocratie au Burkina Faso. Une matinée de tout repos pour le Premier ministre. Yacouba Isaac Zida a reçu aujourd'hui des diplomates de l'Union européenne et des Nations unies. La préparation des élections a été évoquée à cette occasion. Des structures locales sont aussi venues soumettre au chef du gouvernement leurs doléances. Enfin, le médiateur du Faso a remis au Premier ministre son rapport 2013. Reportage Draman Guéné. Yacouba Isaac Zida a eu une journée bien chargée ce jeudi 22 janvier. Le Premier ministre a reçu tour à tour le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel et une délégation des Nations unies pour parler des élections en préparation au Burkina Faso. Le Burkina est dans un processus politique très fort. Nous souhaitons lui apporter tous les appuis nécessaires pour que ce processus soit mené à son terme. Nous sommes arrivés ici depuis le 12 et la mission se termine demain. Nous avons eu l'occasion de rencontrer l'ensemble des partenaires nationaux en matière d'élection et nous nous sommes fait l'agréable devoir de faire le compte-rendu de notre mission à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. À la suite de ces deux hommes, le médiateur du Faso est venu remettre le rapport 2013 de ses activités au chef du gouvernement. Nous avons, au cours de l'année 2013, reçu plus de 5000 citoyens et nous avons étudié plus de 750 dossiers avec 60% de réussite. La délégation du syndicat national des promoteurs immobiliers du Burkina Faso a bouclé la première série d'audiences du Premier ministre. Nous, on demandait à l'État un cas de voir les taxes. C'est énorme. Et il dit qu'elle va voir. Et les signatures de documents, ça dure souvent. Elle dit qu'elle va les voir. Donc, vraiment, c'est ce que nous sommes demandés. Et elle dit qu'elle va voir ça. Juste avant la délégation dirigée par Julien Ouedraogo, le président du comité national d'éthique est reçu par le Premier ministre. Le Widi Naba Carfo dit avoir rendu une visite de courtoisie à Yacouba Isaac Zida et rien de plus n'a filtré. Le gouvernement burkinabé a visité hier un match du Conseil des ministres qui s'est tenu à Komsilega. Brafaso et la centrale électrique qui sont implantés dans la localité. Brafaso, fermé depuis plusieurs années, et la centrale électrique de Komsilega qui participe à réduire le déficit énergétique de Ouagadougou ont tous deux besoin du soutien de l'État. Précision Ernest Ambiré. Usine, un des fleurons des unités industrielles. Les brasseries contribuables burkinabé peinent à relancer ses activités de production. Après le rachat des passifs de la société, l'État en est aujourd'hui le propriétaire financier. Pour sauver définitivement cet outil industriel qui va créer près de 600 emplois directs et 60 000 emplois indirects au plan national, l'État doit d'abord gagner la procédure juridique actuellement en cours entre le promoteur Mohamed Sougli et ses créanciers que sont la CNSS et certaines banques de la place. Maintenant, il reste à l'État de voir comment juridiquement, elle peut entamer la procédure pour être le vrai propriétaire juridique également. Parce que ce qui a été n'est que des opérations financières. Une visite guidée des installations et équipements a permis au président du Faso, Michel Kafando, et à chaque membre du gouvernement
de mieux comprendre le besoin de financement de l'ordre de 15 milliards de francs CFA pour faire fonctionner aujourd'hui l'outil industriel de Brafasso. Et déjà, le promoteur Mohamed Sogli dit être disposé à accompagner la nouvelle équipe commise pour relancer les activités de l'usine Brafasso. Nous devrons reprendre de nouvelles personnes pour les former effectivement avec tous ceux qui ont construit l'usine pour qu'ils puissent démarrer l'usine. Autre société burkinabé qui a besoin d'un coup de pouce de l'État burkinabé pour faire face à ses missions, la Sonabel, la nationale de l'électricité. Pour prendre la mesure de la situation, direction la centrale thermique de Komsiliga, une infrastructure vitale en matière de production et de fourniture d'électricité pour le pays. Une représentation en toile et une visite guidée des installations et équipements permettent d'apprécier les efforts consentis ici pour produire 90 MW en complément à la production thermique nationale locale. Cette centrale qui a coûté un peu plus de 80 milliards de francs CFA au contribuable burkinabé a besoin d'être soutenue et renforcée pour jouer pleinement son rôle et permettre à la Sonabel d'affronter au mieux la saison chaude qui s'annonce. Déjà, nous souhaitons négocier avec nos partenaires ivoiriens pour qu'ils augmentent un peu la puissance qu'ils nous donnent. Nous souhaitons aussi nous approcher des clients qui ont des groupes importants et qui peuvent faire face à leurs demandes, pouvoir s'effacer pendant cette période, les heures difficiles. Et bien sûr, il va falloir qu'on trouve les moyens de les motiver. Bon, et nous souhaitons aussi communiquer à l'endroit de la clientèle pour qu'ils voient dans quelle mesure ils peuvent réduire leur consommation, surtout et ne pas gaspiller. Avec effectivement une offre inférieure à la demande de pointe 2015 d'énergie estimée à 240 MW pour 500 000 abonnés repartis dans 300 localités, la Sonabel va enregistrer très bientôt un déficit d'énergie. Et bonjour ou bonsoir, les délestages, si rien n'est fait dans l'urgence. Le réseau des organisations de la société civile pour le soutien à la transition a rencontré ce matin la presse. Le réseau qui vient d'être créé veut mener des actions de sensibilisation, de dénonciation en cas de dérive et des rencontres avec toutes les forces vives de la nation. L'objectif du réseau est d'assurer au Burkina une transition réussie grâce à la participation de tous les citoyens. C'est Sylvestre Da. Associations et mouvements, le réseau des organisations de la société civile pour le soutien à la transition se définit comme étant une structure de veille. Il entend accompagner les autorités pour une mise en œuvre réussie des différentes réformes inscrites dans la charte. Pour l'atteinte de cet objectif, le réseau a au programme des visites aux acteurs de la transition, des dénonciations en cas de dérive et l'organisation de conférences publiques à travers les pays. Il s'agit en fait de vulgariser ce qui est dans la charte. Parce que apparemment c'est un débat d'intellectuels. Bon, il y a tout un pan de la population en fait même qui sont mis de côté. Et je pense particulièrement à certains du secteur informel, nos mamans et puis nos papas, et qui ont contribué. Le réseau des organisations de la société civile pour le soutien à la transition dénonce en outre les exclusions des personnes qu'il dit récurrentes, surtout au sein des partis et formations politiques. Il dit regretter que des responsables d'organisations de la société civile soient en même temps militants ou responsables dans les formations politiques. Au gouvernement, le réseau propose l'organisation d'assises nationales pour repenser la citoyenneté, le sens de l'État et de la République. Le réseau attire aussi l'attention des autorités de la transition sur ce qu'ils considèrent comme fondamental. Si la transition arrive à faire ces réformes contenues dans la charte, ce serait une très bonne chose. Mais même s'il le faisait à moitié, ce serait une bonne chose ici, dans la mesure où les questions de fond, là, des questions de 27 ans, la transition qui a tout juste 12 mois, ne peut pas régler carrément ces questions. Son rôle, en tout cas, c'est d'organiser des élections transparentes et équitables. Cette rencontre avec la presse marque pour les réseaux des organisations de la société civile pour le soutien à la transition l'entame de ses activités. Il appelle l'ensemble des OSC, partageant son idéal, à rejoindre ses rangs. Rencontre à Ouagadougou autour des changements climatiques. Elle est organisée par le Centre ouest africain de recherche et de services scientifiques adaptés au changement climatique. L'atelier de 112 heures regroupe des spécialistes d'un domaine et d'une dizaine de pays. Reportage Touaboum Evelyne Dabiré. Maîtriser les données météorologiques pour atténuer les changements climatiques, ainsi pourrait être le résumé des objectifs de cet atelier régional.
Un atelier initié par le Centre ouest africain de recherche et de services scientifiques adapté au changement climatique, WASCOL dans son acronyme anglais. Et au cours de cette rencontre, les services de météorologie des 10 États de l'Afrique de l'Ouest membres de WASCOL présents vont formaliser le réseau régional d'observation hydroclimatique en vue de parfaire le recueil et le traitement des données météorologiques. Ce qui va se passer, c'est que nous allons, à travers notre centre WASCOL, appuyer d'abord la sous-région à travers le centre de compétences de Ouagadougou avec le matériel technique nécessaire. Nous allons installer ici des équipements de réception de toute l'imagerie satellitaire en matière de météo, en matière d'information spatiale sur la Terre. Mais aussi, nous allons y mettre tous les laboratoires pour nous permettre de faire les investigations. Nous allons appuyer les services météorologiques pour densifier les réseaux en hydrographie. Cette lutte contre les changements climatiques découle d'un partenariat nord-sud. L'Allemagne trouve que la sécurisation des ressources et surtout de l'eau, c'est un sujet, un thème d'une extrême importance pour la région, mais aussi pour le monde entier. Ce programme sera soutenu du côté de l'Allemagne avec un montant de plus que 50 millions d'euros. À la suite des 72 heures que va durer cet atelier, d'abord 6 pays membres sur les 10 que compte WASCOL bénéficieront entre autres de matériel de haute technologie et de programmes d'études supérieures en météo-hydrologie. Mais ces pays devront en contrepartie s'engager à partager des données fiables afin d'impacter les politiques agricoles, environnementales et hydrauliques des États. Bientôt, des périmètres irrigués pour les producteurs de la commune rurale de Bakata dans le Ziro. Le lancement des travaux d'aménagement est intervenu mardi dernier. D'un coût de 7 milliards de francs CFA, ces aménagements devraient permettre à 1500 producteurs de mener à bien leurs activités. Reportage Zalissa Sanfo. Un tour de machine et c'est parti pour les travaux d'aménagement du barrage de Bakata dans la province du Ziro. À l'issue de ces travaux, ce sont 40 hectares de périmètre irrigués qui vont être redistribués aux 1500 producteurs de la région. Des producteurs qui pourront alors sur ces terres pratiquer des cultures en saison sèche et en saison pluvieuse. En plus d'améliorer les revenus des populations, ces travaux vont aussi permettre d'entretenir et de conserver ce barrage pour les générations à venir. On se rend compte que nos barrages ont des problèmes en termes de gestion. Vous construisez des barrages à coût de milliards, mais si vous n'avez pas un système de gestion de ces barrages, un système qui permet de limiter l'ensablement, un système qui va permettre à ceux qui sont là de bien gérer à travers des structures de gestion de ces barrages, nous risquons au bout de peut-être quelques années de constater que ces barrages se sont dégradés. L'enjeu, n'est-ce pas, de ce chantier, c'est que comme vous le savez, un barrage n'a pas véritablement d'intérêt si le potentiel d'eau stockée n'est pas exploité. Et depuis donc 2012 que nous avons fini donc, cet ouvrage qui stocke l'eau, il était vraiment urgent que nous puissions lancer ces travaux pour permettre que les populations puissent rentabiliser ce gros investissement que l'État et ses partenaires techniques et financiers, n'est-ce pas, ont fait. D'un coût global d'environ 7 milliards de francs CFA, ces travaux sont financés à 80% par la Suède à travers l'Agence suédoise de développement international. Ces travaux d'aménagement s'inscrivent dans l'exécution d'un programme dénommé « Programme de réduction de la vulnérabilité des petits barrages au changement climatique ». L'Institut des sciences de la santé IRSS au bassin a fait une nouvelle découverte. Un supplément nutritionnel sur base lipidique associé au zinc et offert quotidiennement aux nourrissons a montré un effet positif au niveau de leur développement. Les résultats de cette recherche ont été restitués aux acteurs de la santé à Ouagadougou. Estelle Judith Assorba. Les chercheurs de l'IRSS, l'Institut de recherche et de la santé, section de l'Ouest, présente les résultats du projet Ilynx Zinc aux acteurs de la santé. C'est un projet international de suppléments nutritionnels à base de lipides. Ils l'ont mené dans le district sanitaire de Dandé, dans la province du Oué, sur les enfants de 9 à 18 mois. L'étude a duré 5 ans et voici les résultats. Si nous voulons voir l'effet réel ou l'impact réel des suppléments qu'on donne aux enfants,
sur la malnutrition, il faudra qu'on associe également à ces stratégies donc, de nutrition une stratégie donc, de lutte contre la maladie en même temps. Nous avons pu démontrer que ceux qui reçoivent justement cette intervention-là se développent sur le plan cognitif, sur le plan mental, sur le plan moteur, c'est-à-dire qu'un enfant qui reçoit ces produits-là, il va courir 1 mois à l'avance que celui qui ne le reçoit pas. Donc c'est déjà quelque chose de très important. Des résultats qui pourraient améliorer les stratégies actuelles de lutte contre la malnutrition et les carences nutritionnelles aussi bien de l'enfant que de la mère. Les résultats d'une recherche qui a été effectuée dans la région de Haut-Bassin, particulièrement dans le district de Dandé, et qui va nous permettre de revisiter notre façon de travailler, qui va nous permettre de revisiter les efforts que nous devons consentir en matière de lutte contre la malnutrition. Et c'est en ce sens-là que je voudrais profiter de l'occasion pour saluer l'équipe des chercheurs pour le travail gigantesque qui a été abattu. Je souhaite que l'ensemble des acteurs ici présents puissent s'approprier les résultats pour que nous puissions relever les défis en matière de lutte contre la malnutrition dans notre pays. Des contributions et recommandations sont attendues des participants dans l'optique de parfaire davantage les résultats obtenus et d'envisager plus tard l'introduction du produit sur le marché. Une charte pour l'Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso, elle a été signée hier. L'objectif de ce document, de cette page, est de contribuer à l'amélioration de la qualité de la formation. Elle devrait permettre aussi aux étudiants, personnels de l'administration et aux enseignants d'évoluer dans un climat serein. Précision Amadou Lougué. Voici la charte paraphée tour à tour par les différents acteurs de l'UPB, l'Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso. Un document de 7 pages qui définit les modalités d'administration des devoirs au sein du campus. Alors le contenu en quelques lignes, c'est vraiment donner toutes les modalités pour l'administration des devoirs. Ça veut dire comment fixer les dates des devoirs, quel doit être le contenu des devoirs, comment les devoirs doivent être surveillés, comment les copies doivent être corrigées et comment on se comporte en cas de fraude. Selon le président de l'UPB, la gestion des contrôles des connaissances a toujours été une cause récurrente de conflits qui perturbent fréquemment les années universitaires. Alors pourquoi une charte? Parce qu'on s'est aperçu que près de 90% des conflits sociaux dans notre université naissent des malentendus autour des contrôles de connaissances. Ce document est donc l'aboutissement d'une longue et fructueuse négociation entre les étudiants, les enseignants, le personnel et l'administration de l'Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso. Vu le contenu de la charte, alors si elle est respectée scrupuleusement, je crois que les retombées ne peuvent qu'être que positives. Ça va permettre de rattraper le retard qu'on accuse à longueur des années. Et deuxième aspect, ça va permettre de réguler l'administration de ces contrôles et du coup accroître la crédibilité des diplômes qui vont sortir de notre université. L'objectif de la charte, améliorer la qualité de la formation académique. Elle entre en vigueur dès sa signature et il est prévu de faire son évaluation après quelques années d'application. En marge du sommet de l'UEMOA tenu à Cotonou, le président ivoirien Alassane Ouattara a inauguré un amphithéâtre de l'université d'Abomey-Calvi qui porte son nom. Une cérémonie qui a connu la participation du président du Faso, Michel Kafando, qui a soutenu ce symbole de la solidarité et de l'intégration africaine. Reportage de nos envoyés spéciaux Alidou Bandini, Jacques Lamissa Tarpaga. Ce bloc pédagogique à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin a été gracieusement offert par le président ivoirien Alassane Ouattara. L'infrastructure est inaugurée en présence du président du Faso, Michel Kafando. L'amphithéâtre Alassane Ouattara est considéré comme un symbole de solidarité et d'intégration. Le gouvernement ivoirien et moi-même et le peuple de Côte d'Ivoire sommes très liés au peuple béninois et je suis heureux que nous ayons eu cette opportunité. Les étudiants ont saisi l'occasion pour faire entendre une doléance. Inscription gratuite à l'université d'Abomey-Calavi. Le président Yahi Boni a compris le message. Je vous comprends bien. Alors j'ai pu comprendre que nous sommes venus avec ce cadeau de Nouvel An du président
et que ce n'était pas le moment approprié de nous accueillir avec ce type de tableau. Donc je vous promets, je reviendrai demain vous voir. L'inscription à l'université d'Abomey-Calavi est de 15 000 francs CFA pour les nationaux. Prestation de serment hier des ingénieurs en génie civil. Ils ont pour mission de concevoir, inspecter, superviser et contrôler les travaux dans le domaine du bâtiment, les ouvrages hydrauliques et les infrastructures de transport. L'Ordre des ingénieurs en génie civil a été créé en 2012. Les précisions de Bouman Ernest Nébier. Les membres de l'Ordre des ingénieurs en génie civil ont tous juré devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou de respecter les textes régissant leur profession. Ils ont aussi juré de l'exercer avec conscience et probité à cette cérémonie de prestation de serment sobre mais pleine de signification. C'est réellement une prise d'engagement, non seulement face à la justice, mais je dirais carrément face à l'ensemble de la société, l'engagement que nous allons faire notre travail de façon loyale, de façon correcte. Nous, pour notre part, nous ne manquerons pas de faire les efforts nécessaires pour arriver à cet objectif. Créé en 2012, l'Ordre des ingénieurs en génie civil a entre autres pour mission, selon son président, de veiller en permanence au respect des règles et conditions d'exercice de la profession et d'œuvrer à son développement et à son bien-être. La demande en infrastructure croît et la demande donc en personnel croît également. Cette croissance va non seulement dans le sens du nombre, mais aussi de la qualité. La création de ce genre d'instruments pour défendre les professions n'est pas un fait nouveau au Burkina. Bien avant l'Ordre des ingénieurs en génie civil, il y a par exemple celui des avocats, des architectes, des pharmaciens et des médecins. L'émission de débat contradictoire, controverse vous est proposée ce soir sur la RTB. Après cette édition, au centre de cette émission, les prix et la disponibilité des hydrocarbures au Burkina. Alors que les syndicats parlent d'une baisse de 290 francs CFA, le gouvernement répond par 25 francs CFA. Quel est le vrai coût donc du carburant à la pompe? Pourquoi l'indisponibilité du gaz à Ouagadougou? Simon Gongo et ses invités vont tenter de répondre à toutes ces questions. Un avant-goût de l'émission de ce soir. S'ils pouvaient diminuer plus que ça, même ça nous arrange. Parce qu'on a appris que les Maliens passent ici pour aller vendre, c'est bon prix par rapport à nous, quoi. Mais s'ils peuvent passer ici, au moins c'est combien qu'ils vont brûler pour aller là-bas, pour pouvoir vendre moins cher que nous. Donc on n'a qu'à voir, quoi. Oui, c'est une bonne chose. Mais si ça pouvait diminuer encore plus, là, ça allait plus nous arranger. Moi, je pense qu'en réalité, la décision, c'est insuffisant. Voilà, nous, on attendait 200 francs au minimum. 25 francs seulement. Ah bah, eux aussi. Ah eux aussi. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Ils n'ont qu'à être justes et puis honnêtes. Hein. Voilà, rendez-vous tout à l'heure pour l'émission controverse animée par Simon Gongo autour donc des prix des hydrocarbures au Burkina. Ainsi se referme cette édition. Merci à toutes et à tous de votre aimable attention. Excellente suite de programme sur la RTB.